Bonjour et bienvenue dans ce journal. Deuxième épisode neigeux sur le Val d'Oise et cette fois, ça tient. Les premiers flocons sont tombés en fin de matinée sur le département et comme à l'habitude, si les enfants se réjouissent, les grands eux redoutent avec raison les conséquences. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures vont passer sous la barre du zéro, risque de verglas donc au petit jour et la neige reviendra en force dans la matinée de mercredi. Elle pourrait s'inviter selon Météo France toute la journée. Le Val d'Oise a d'ailleurs été placé en vigilance orange comme 12 autres départements français. Prenez donc vos précautions sur les routes et sur les rails aussi. La neige a des conséquences. Christophe Faubry a suivi une équipe d'intervention de la SNCF. L'entretien du réseau, vous allez le voir, fait l'objet d'une attention toute particulière. Objectif, empêcher la formation du gel sur les voies. Christophe Faubry s'est rendu en gare de Goussainville. Sale temps en gare de Goussainville. Aujourd'hui, la neige est un problème. Pourtant, aucun train ne sera en retard sur le réseau. C'est grâce à ce poste de circulation. Ici, un agent est présent 24 heures sur 24. Alerté par des bulletins météo, il anticipe les vagues de froid. Sa mission est d'activer le système de chauffage sur les rails. Lorsque l'on a besoin de mettre en route les réchauffeurs d'aiguille, à l'aide de ces deux interrupteurs, on peut mettre en route les différents réchauffeurs d'aiguille, puisque ici, au poste de Goussainville, nous avons deux technologies différentes qui sont les réchauffeurs à gaz et les réchauffeurs électriques. À partir de 3 ou 4 degrés, l'acier se rétracte. Résultat, ce sont des rails qui se cassent en moyenne 3 à 4 fois par an. La solution pour stopper les effets du froid, envoyer de la chaleur sur les rails. Ici, il y a 16 points sensibles. Ce sont principalement les points d'aiguillage qui sont à surveiller. Objectif, faire fondre la neige pour permettre le passage des trains. Voilà, donc là on est sur un aiguillage tout à fait classique sur lequel on réchauffe par l'électricité. Donc on a installé à l'intérieur de l'aiguille, donc entre son aiguille et son contre-aiguille, la partie fixe et la partie mobile de l'aiguillage, des résistances chauffantes, résistances électriques, qui font 3 mètres de long à peu près, il y en a deux de chaque côté. En période hivernale, l'entretien des voies est une priorité pour la SNCF, car chaque jour, c'est près de 400 trains qui passent ici. Les villes du Val d'Oise dans la course au développement économique. Pendant 3 jours, le département s'est exposé au CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Dans un contexte économique de crise, les villes et les communautés de communes sont en compétition permanente avec à la clé des emplois. Alors pour cette raison, de nombreux élus du département avaient fait le déplacement au Palais des Congrès à Paris pour présenter leurs projets. Et Christophe Rigaud y était, regardez. Au salon de l'immobilier d'entreprise, il y a les grands acteurs économiques du Val d'Oise comme Roissy, Argenteuil-Bezon ou Cergy-Pontoise. Et puis, il y a les territoires plus modestes comme la communauté de communes du Haut-Val d'Oise. C'est la première fois que son vice-président, Arnaud Bazin, le maire de Persan, fait le déplacement au CIMI. Face à lui, des promoteurs, des investisseurs ou des entreprises qui pourraient être intéressés par s'installer chez lui, au nord du département. Arnaud Bazin est venu présenter 2 projets. Pour cet élu, le développement économique de son territoire répond à l'augmentation de sa population. Nous ne concevons pas le développement démographique sans le développement économique. Il nous faut des emplois pour donner évidemment du travail à nos habitants, au plus près de chez eux. Et je crois que cette notion sera de plus en plus importante avec la problématique transport et la prise en compte de l'environnement que l'on connaît maintenant. À Argenteuil-Bezon, à l'ouest du Val d'Oise, développement économique rime avec tertiaire et immobilier de bureau. À quelques encablures de la Défense, en panne de surface immobilière, Argenteuil-Bezon a déjà séduit les entreprises. C'est un territoire qui a un grand potentiel. On le voit avec l'arrivée de HRO, dont on a été tout à fait agréablement surpris que les 65 000 m² de bureaux soient commercialisés en moins de 6 mois au moment de la crise la plus profonde en termes d'immobilier de bureau. Et donc on voit bien aujourd'hui que ce territoire a un grand potentiel, qu'on peut récupérer un certain nombre de bureaux qui vont quitter la Défense. Et on veut simplement montrer que dans le Val d'Oise, un des grands territoires attractifs, c'est cette agglomération. S'il y a bien un territoire privilégié dans le Val d'Oise et qui n'est pas en manque de projets, c'est bien Roissy et sa plateforme aéroportuaire. Avec le projet d'un World Trade Center et d'un centre de congrès de 3000 places estimé à 650 millions d'euros, Roissy souhaite désormais attirer les congressistes du monde entier. En fait, on est en train de travailler sur le développement du tourisme, sur le développement des congrès, sur le développement des showrooms. Je pense que ça peut être sur des congrès de plusieurs jours, mais ça peut être sur une seule journée.
pourrait arriver le matin et repartir le soir, puisque les avions le permettent. Les travaux de ce World Trade Center devraient démarrer fin 2011 pour une ouverture au public prévue en 2014. En bref, politique, les socialistes du Val d'Oise avec Jean-Paul Huchon. Après la recommandation par le rapporteur public du Conseil d'État de l'annulation de l'élection du président de la région Île-de-France, ainsi que son inéligibilité, eh bien les soutiens se multiplient à gauche, en particulier au Parti socialiste, d'Argenteuil à Villers-le-Bel en passant par Cergy-Pontoise, et même le Parti radical de gauche du Val d'Oise vole au secours de Jean-Paul Huchon. Au niveau national, Martine Aubry a invité Jean-Paul Huchon au bureau national du PS, histoire de marquer sa solidarité. Adversaire direct, par contre, du président de la région, la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, regrette l'agitation du Parti socialiste qui précède, déclare-t-elle, la décision du Conseil d'État. Et le conseiller régional du Val d'Oise, Geoffroy Didier, est lui plus direct. Il déclare, je cite, « halte aux pressions exercées sur la justice ». Retour maintenant sur le Téléthon avec ce portrait porteur d'espoir, le portrait d'Aurélie. Elle a vécu 11 ans dans un fauteuil, elle s'en est sortie grâce aux essais de médicaments qui sont financés par le Téléthon. Brice Martinelli l'a rencontrée sur le Téléthon, c'était à Argenteuil. Alors je vais faire tac, ouais. Danser ou tout simplement marcher plus de 5 minutes, impossible pour Aurélie il y a encore quelques années. Atteinte d'une double maladie génétique musculaire et articulaire, à l'âge de 8 ans, Aurélie atterrit dans un fauteuil roulant, 11 années durant. Sa meilleure amie Kenza se rappelle, c'est elle qui l'aidait à enfiler ses vêtements et faire sa toilette. J'ai pas trop bien compris parce que j'étais petite, tu vois, quand elle a commencé le fauteuil roulant et tout. Et puis après, je l'ai pris comme un jeu. Son fauteuil roulant, c'était allez, viens, on va faire des roues, tu vois, je la mettais sur 2 roues et tout. On descend des escaliers. Ouais, voilà. Après, le bain aussi. Le bain, c'était un jeu aussi, parce qu'on se mettait à 2 dans le bain. Comme elle n'arrivait pas trop à rentrer dans le bain. C'est alors qu'une proposition des médecins vient bouleverser la vie de la jeune femme. Un traitement expérimental lourd, réservé à 100 enfants myopathes. Joëlle, la mère d'Aurélie, doit alors faire un choix. On se dit, peut-être qu'on aura la chance de tomber sur le médicament et pas sur un placebo. Donc ça motive aussi. On se dit, c'est peut-être, on a une chance sur 2. Donc on a tenté, on a gagné. Une victoire. Le traitement fonctionne. Aurélie peu à peu retrouve l'usage de ses jambes. À sa majorité, elle jette son fauteuil roulant. Donc j'ai fait déjà le traitement pendant 2 ans et en fait on voyait des évolutions. Donc je commençais à marcher un peu plus longtemps. J'avais un petit peu moins mal. Et du coup ils ont décidé de continuer le traitement sur 2 ans, où là cette fois je les ai eu en injection. Et c'est là en fait où j'ai commencé vraiment, le médicament a vraiment fait effet. Disons que je suis passée de 5 minutes à quand même toute une journée de marche. Aujourd'hui, pour entretenir ses articulations encore fragiles, la jeune femme marche tous les jours. Et si supporter le froid reste encore difficile, elle n'oublie jamais de se mobiliser pour le Téléthon, des dons qui ont changé sa vie. Nouvel épisode maintenant dans notre série dans l'actualité avec ces cadeaux de Noël que nous préparent les artisans. Et aujourd'hui, Eladji Colli est allée à la rencontre d'une créatrice végétale. C'est à Aubonne, regardez. À première vue, son atelier ressemble à une forêt luxuriante. Et pourtant, c'est bien ici que Geneviève confectionne un art végétal d'une rare finesse. Entre 2 gerbes de fleurs entreposées soigneusement, on retrouve des sculptures, des tableaux ou encore des imitations de plantes à s'y méprendre. C'est à travers cette flore abondante et cette polyvalence que Geneviève s'est créé son propre univers. C'est ce qui me démarque, de pouvoir répondre à des demandes extravagantes. Je fais des arbres de 5 mètres, des fresques de plusieurs mètres carrés, des arbres en métal. Voilà, je suis un peu capable de faire un petit peu tout. Entre la mousse, le lichen, l'amarante et la lavande, elle a su trouver une parfaite harmonie dans ce tableau qu'elle a figé à l'aide d'un mélange d'eau et de colorant. L'intérêt du stabilisé, c'est que l'on peut s'amuser sur les couleurs, sur donner des volumes.
le stabilisé garde son odeur. Donc, en l'occurrence, là, la lavande sent, le pain, lui aussi, dégage son odeur de pain. Donc, il a un attrait à la fois visuel, mais aussi au niveau de l'odorat. Stimuler l'odorat et la vue, tel est le credo de cette artiste. Mais pas seulement. Elle se distingue notamment par l'usage de végétaux rares, comme cette plante venue d'Équateur. C'est la feuille du palmier pampil. Cette feuille est la feuille du bourgeon de la fleur, qui a la propriété, si elle est récoltée rapidement, de durcir comme du bois. Après un travail de modelage, de ponçage et de vernissage, elle transforme cette plante séchée en une véritable œuvre d'art. Vendue entre 150 et 400 €, cette sculpture nécessite peu d'entretien. Le stabilisé s'entretient facilement, il suffit d'épousseter ou de passer le séchoir à cheveux relativement loin pour pousser la poussière. Il n'y a pas besoin d'arrosage, plus besoin de rien du tout. Et ça marche. Après le Japon, Geneviève exposera son art floral au Luxembourg et son prochain objectif sera la création d'une œuvre d'art commune avec un ébéniste. Voilà, suite de notre série, c'est demain. Merci encore d'avoir suivi ce journal qui est maintenant terminé. On se retrouve bien sûr sur vonews.fr. À demain.